Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 73e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Noémie, directrice juridique chez UKG. Bonjour Noémie. Oui, bonjour Manon, merci beaucoup pour cette invitation qui me fait hautement plaisir sur des sujets qui me tiennent réellement à cœur. Vraiment, j'apprécie beaucoup cette intervention. Mais plaisir partagé et puis surtout merci à vous d'être présente avec nous aujourd'hui pour partager votre expertise, votre expérience sur le sujet du webinaire du jour qui est l'usage du digital pour plus de conformité RH. Alors, tout de suite, juste avant de vous laisser vous présenter un petit peu plus Noémie, quelques mots sur le sommaire et les modalités du webinaire. Ce webinaire, comme tous les webinaires Parlons RH, durera 45 minutes et sera divisé en 3 grandes questions. Premièrement, Noémie nous expliquera un petit peu plus de quoi on va parler quand on parle de conformité RH et de transformation digitale. Ensuite, nous verrons ensemble pourquoi c'est important, enfin ce sujet est important pour les DRH, pour les entreprises. Et enfin, nous verrons les champs d'application. Chacune de ces questions sera suivie d'un moment d'échange, donc je vous invite à utiliser les outils d'interaction à votre disposition, le chat, pour vous présenter et interagir entre vous tout au long du webinaire. Et en revanche, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'outil chat pour poser vos questions à Noémie qui y répondra avec grand plaisir. Je crois que j'ai fait le tour pour les modalités. Noémie, je vous laisse la parole pour vous présenter un petit peu et puis présenter votre entreprise aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas. Merci Manon. Alors, je reprends, donc je suis Noémie Venbaum, je suis actuellement directrice juridique et privacy chez UKG. Je suis avocate de formation avec plus de 20 ans d'expérience. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle car j'ai pu aussi bien travailler en cabinet, en grand et en petit cabinet qu'en entreprise. En entreprise, j'ai surtout fait soit de la grande entreprise française dans le milieu réglementaire. J'ai typiquement travaillé 10 ans dans la banque, ou vraiment à l'opposé, la société américaine par excellence, avec son siège social aux États-Unis et des filiales un peu partout au monde. Et donc voilà, avec ces problématiques toujours liées à la privacy qui sont récurrentes dans ces deux milieux-là. Aujourd'hui, c'est également mon rôle chez UKG. UKG est une société initialement américaine qui est née de la fusion de plusieurs entités qui se sont faites pendant le Covid. Et à ce moment-là, effectivement, ces entités sont devenues UKG sous la direction d'un organisme qui est SI aux États-Unis, avec des filiales partout au monde et notamment en Europe. Chez UKG, on vend principalement des solutions RH, principalement en mode SaaS. Et ce sont des solutions qui vont du coffre-fort électronique, en passant à la gestion de la documentation RH, en passant à la gestion des temps, enfin ce genre de choses, quoi. Donc vraiment un métier où il y a énormément de brassage de données personnelles. Merci Noémie pour ces premiers éléments de réponse. Alors moi, je suis un petit peu curieuse. C'est vrai parce que vous avez un parcours, un beau parcours. Mais je me demande, c'est quoi le quotidien d'une directrice juridique? Alors, on survit quand même en tant que directrice juridique J'imagine, d'une société américaine, mais la vie est intense. C'est-à-dire qu'en gros, ma mission chez UKG a été de mettre en place un programme de protection des données personnelles pour s'assurer effectivement que l'ensemble de ces petites sociétés qui se sont agglomérées pour faire une grosse société soient uniformisées et qu'il y ait des procédures et des politiques qui soient applicables à l'ensemble de la société pour assurer une conformité aux différentes législations applicables, puisque c'est finalement, ce n'est pas que le RGPD, c'est là où nous sommes implantés, que nous devons être conformes. Et donc, globalement, j'ai
un premier rôle qui est effectivement en amont de vérifier quelles sont les données qui sont traitées, de vérifier comment nos produits les traitent et de m'assurer que le traitement est conforme au droit applicable. Et puis en aval, parce qu'on ne peut pas l'éviter, inexorablement, il y a des conflits, il y a des incidents. Et donc là aussi, il faut faire la gestion de la crise et s'assurer effectivement que la conversation soit vraiment bien faite auprès des autorités de supervision des données personnelles, notamment la CNIL. Vous ne vous ennuyez pas, en résumé. Et oui, effectivement, parce qu'entre ces deux eaux-là, il faut bien s'assurer qu'il existe des politiques et des procédures adéquates pour que tout ça fonctionne. Donc voilà. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en privacy, comme c'est finalement un droit qui est relativement jeune, hein, alors certes, il existait une directive en 95, mais ce n'était qu'une directive et puis les enjeux n'étaient pas les mêmes, les amendes étaient purement une atteinte réputationnelle. Aujourd'hui, on parle de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires global. Ça fait tout de suite beaucoup plus mal. Et comme c'est donc finalement une réglementation très jeune, il y a énormément de zones grises et au quotidien, on apprend quelque chose. J'ai deux petites questions pour revenir rapidement sur UKG avant de passer, de rentrer dans le vif du sujet en parlant de conformité et de transformation digitale. Donc, si j'ai bien compris, chez UKG, vous fournissez des solutions RH à vos clients. Et justement, ces clients, qui sont-ils? Est-ce que c'est plutôt des entreprises, plutôt des particuliers? Alors maintenant, c'est une excellente question. La raison pour laquelle je vous dis que c'est une excellente question, c'est parce que, en fait, ça change beaucoup de choses. Chez UKG, nous avons un peu les deux. Nous avons un produit qui est dit consommateur, où effectivement nous fournissons des coffres-forts électroniques à des salariés directement. Et donc là, il y a une relation directe et nous agissons dans cette qualité-là en tant que responsable de traitement. Et pour l'ensemble, et donc la plus vaste majorité de nos produits, nous fournissons des solutions pour des clients, des grandes entreprises qui les mettent à disposition de leurs propres salariés. Et là, nous n'avons pas le même rôle puisque nous agissons en qualité de sous-traitant. Et la distinction, elle est essentielle dans le domaine de la privacy parce que les obligations ne sont pas les mêmes. Merci Noémie pour cette réponse. J'ai une dernière question et puis qui va permettre aussi de faire le lien avec la première partie du webinaire, puisqu'aujourd'hui on va parler de conformité. Donc chez UKG, quelle solution est-ce que vous proposez en termes de conformité RH? Alors en termes de conformité, qu'elle soit RH ou autre, il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas en achetant un logiciel qu'on peut devenir conforme. Et celui qui vous dit le contraire est un charlatan. Il faut bien dire ce qu'il y a. En revanche, il faut s'assurer effectivement il faut bien avoir en tête que le système du RGPD se veut vertueux. Et donc, dans le sens où il requiert que l'ensemble de la chaîne de fourniture soit conforme. Alors, qu'on soit responsable de traitement ou sous-traitant, ça ne veut pas dire qu'on ait moins d'obligations. Les obligations sont distinctes, mais néanmoins, chacun de ces rôles a une obligation de conformité. Et en tant que responsable de traitement, nos clients se doivent de s'appuyer sur des sous-traitants et des fournisseurs qui sont en mesure de réellement montrer une patte blanche pour s'assurer que la conformité soit effective. Très clair, merci beaucoup. Merci Noémie pour ces premiers éléments de réponse qui nous permettent d'appréhender un petit peu mieux qui vous êtes, ce que vous faites, et puis aussi d'asseoir, si je puis dire, votre expertise et votre présence aujourd'hui pour parler de l'usage du digital pour plus de conformité RH. Alors, je vous laisse peut-être la parole, Noémie, pour nous donner quelques éléments de réponse. De quoi parle-t-on quand on parle de conformité RH? Merci Manon. En fait, effectivement, en termes de conformité RH, on fait aujourd'hui plusieurs constats. Le premier, c'est que l'environnement de travail et les managers ont un impact sur la santé mentale des collaborateurs.
UKG fournit effectivement chaque année un rapport du Workforce Institute qui indique que globalement, 60% des salariés estiment que le travail est un facteur qui influence le plus leur santé mentale, plus que leurs conjoints, plus que leurs enfants. Donc, c'est quand même un chiffre extrêmement impressionnant. 80% des salariés considèrent que, in fine, leur environnement de travail est plus important que leur salaire. Donc, il y a réellement une évolution qui est requise au sein des entreprises et qui implique une plus grande conformité. Pourquoi ? Parce que la conformité, c'est un facteur de développement de la confiance des collaborateurs. Et plus il y a de conformité, plus il y a de transparence, plus il y a de confiance. Et plus il y a de confiance, et le plus on se rapproche de cette fameuse notion de Great Place to Work, qui est un petit peu aujourd'hui le badge que tout le monde espère avoir. Alors, ensuite, ces solutions et outils qui sont axés utilisateurs permettent au DRH de visualiser où se situent les difficultés, d'augmenter la confiance aux utilisateurs dans la sécurité de leurs données et de fait d'augmenter le respect de la vie privée et donc de globalement transformer les organisations pour les faire progresser. C'est dans ce sens, en réalité, que s'appuyer sur des logiciels permet de documenter les processus, les demandes, de vérifier que les flux de données soient documentés une fois de plus, et ça permet toujours d'apporter cette plus grande transparence et donc une plus grande confiance des collaborateurs. Merci Noémie. Je me permets juste de faire un petit aparté pour vous rappeler, à vous qui nous regardez, de ne pas hésiter à poser vos questions à Noémie dans la boîte à questions, puisqu'on se fera un plaisir d'y répondre au cours de ce webinaire. En attendant, moi j'ai quelques petites questions, Noémie. Premièrement, vous en avez déjà donné quelques-uns, mais est-ce que vous auriez peut-être d'autres chiffres qui pourraient venir appuyer ces différents constats? Oui, absolument. On dispose de quelques données qui sont intéressantes. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fait que dans le dernier rapport de Cisco, qui donc date de 2022, 32% des individus se déclarent des privacy actives aujourd'hui, ce qui est vraiment une augmentation significative de ce chiffre. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, parce que vous parlez de privacy actives. Alors, qu'est-ce que c'est ? Privacy actives, ce sont des gens qui aujourd'hui considèrent que leur vie privée et leur respect au droit à la vie privée est plus important que l'utilisation des produits. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'hésitent pas à changer de produit ou à cesser d'utiliser un produit parce qu'ils ont en tête que ce produit ne respecte pas leur droit à la vie privée. C'est le cas, par exemple, de gens qui arrêtent d'utiliser Facebook suite ou TikTok suite aux dernières sanctions qui ont été imposées à ces sociétés-là. Et d'ailleurs, à ce titre, je peux vous présenter d'autres chiffres qui sont quand même assez intéressants. C'est que cet environnement réglementaire a eu un impact en termes de chiffres. Typiquement, depuis 2018, il faut savoir que 2,5 milliards d'euros d'amendes ont été infligés au niveau européen. Donc, on ne parle pas de petites sommes. Et rien qu'en 2022, la CNIL a infligé plus de 100 millions d'euros pour 21 sanctions. Alors après, je peux vous donner quelques chiffres, quelques exemples de sanctions qui ont été données. Google a été sanctionné à hauteur de 300 millions d'euros en janvier 2019, décembre 2019 et puis en décembre 2020. Et puis, ça c'est pas prêt de s'arrêter, a priori. Facebook, 60 millions d'euros en 2022. Amazon, 35 millions d'euros en 2020. Microsoft, 60 millions en 2022. Voilà. Et après, je peux continuer avec Apple, TikTok. Enfin, tous les grands, ils sont passés, mais pas que les grands. Il faut bien dire ce qu'il y a. C'est des chiffres quand même assez impressionnants. Et justement, pour revenir à cette notion de privacy, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour les collaborateurs. Est-ce que c'est le cas ? Oui, effectivement, on constate effectivement que pour les personnes concernées et donc pour les salariés, il y a une augmentation substantielle des droits des personnes concernées.
il s'agit de salariés qui vont faire des demandes d'accès. Ces fameuses demandes d'accès concernent en fait beaucoup de salariés dans la mesure où il s'agit aujourd'hui d'une pratique très courante au sein des salariés notamment lorsqu'ils s'en vont d'une entreprise et rentrent dans une phase de précontentieux. Donc là, ils ont souvent tendance à se retourner vers leur employeur et faire une demande d'accès à leurs données pour pouvoir effectivement avoir accès à l'ensemble de leur dossier administratif. Ok, merci. Et du coup, pour les DRH, ça devient aussi une notion importante. Et aussi, forcément, parce que c'est à eux de répondre effectivement à ces salariés, c'est eux qui doivent faire face aux précontentieux, c'est les premiers à devoir faire face à leurs salariés et c'est aussi les premiers à devoir retenir leurs talents. Et ça aussi, ça passe par l'utilisation d'outils qui fournissent une plus grande transparence et une plus grande conformité. Exactement. Alors tout de suite, on va prendre les premières questions de l'audience. Alors nous avions une première question de Saïd qui vous demande, Noémie, quel effet sur le télétravail pour la conformité? Alors, sur le télétravail, la privacy a son rôle à jouer aussi dans la mesure où effectivement il appartient aux entreprises de mettre en place des politiques de sécurisation des données et s'assurer que l'environnement de travail du salarié qui travaille à distance soit également respectueux de la sécurité informatique. Ça, c'est vraiment ça le premier point. Après, il y a certains éléments qui peuvent apparaître en termes de conformité de télétravail, sur le fait qu'il peut y avoir de la surveillance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, le salarié peut se voir soumis à des obligations d'être sur Teams pour s'assurer effectivement qu'il travaille réellement. Donc, ce genre de choses peut exister effectivement en télétravail. Cela va beaucoup dépendre de la politique de votre entreprise et effectivement, normalement, dans chaque entité, il y a une politique spécifique sur le télétravail. Merci Noémie pour votre réponse. Merci Saïd également pour votre question. On va prendre une autre question de Marine qui nous demande, c'est une question assez longue, est-ce que quand on parle de privacy active, on ne rencontre pas seulement des gens qui font attention côté personnel, mais pas côté professionnel? Est-ce que beaucoup de salariés se sentent impliqués, intéressés dans les démarches RGPD des employeurs? Assez étonnamment, moi ça fait 2 ans que je suis chez KG, je constate que les salariés sont extrêmement attachés à leurs droits, y compris en matière d'outils professionnels. Et il faut savoir que les outils professionnels qui peuvent avoir un impact sur le droit à la vie privée doivent passer en revue auprès des comités d'entreprise. Donc c'est vraiment loin d'être anodin, y compris dans le cadre professionnel des salariés. Merci Noémie. On a une question également de Pascal qui me demande, en tant que société américaine, je pense qu'il parle de KG, oui. Vous êtes soumis aux lois extraterritoriales américaines comme le Cloud Act et le FISA. Comment faites-vous pour être en conformité avec le RGPD qui est contraire à ces lois? Alors, ça, c'est une grande question qui revient systématiquement et donc je peux y répondre assez aisément. Alors, toutes les entreprises américaines sont soumises au Cloud Act. Toutes les entreprises américaines ne sont pas forcément soumises au FISA et à d'autres réglementations. Le FISA, c'est vraiment pour les entreprises dites de communication. Et donc, c'est vraiment une analyse à faire au cas par cas. Ensuite, le Cloud Act, oui, c'est certain, c'est une obligation qui s'impose aux États-Unis, qui n'est pas contraire au RGPD. Et d'ailleurs, la CNIL s'est prononcée sur ce sujet-là. Et sur le site de la CNIL, vous pouvez voir effectivement une analyse de la CNIL qui dit qu'il n'est pas interdit de transférer des données aux États-Unis par définition, que ce n'est pas ce qui a été dit par la jurisprudence dite de Max Schrems 2, mais qu'il s'agit effectivement d'une analyse qu'il convient de faire au cas par cas. Et c'est dans cette logique que les entreprises fournissent
des analyses d'impact de transfert des données vers les États-Unis, et pas uniquement vers d'autres pays également, qui peuvent avoir des lois extraterritoriales, et également ce qu'on appelle des transparency reports, qui sont en fait des rapports de transparence qui indiquent le nombre de demandes faites par des organismes de surveillance qui sont faites aux sociétés. Et là, ça va vraiment être du cas par cas. Vous allez voir que chez Google, il y en a beaucoup plus, typiquement une entreprise qui est soumise au FISA. Chez UKG, typiquement, on n'a jamais eu ce genre de demande parce qu'effectivement, finalement, les données personnelles des salariés, c'est essentiel pour eux, mais ça n'a que très peu d'intérêt pour des organismes de surveillance, quoi. Donc voilà. Merci Noémie pour votre réponse. Merci également à Pascal pour votre question. Alors, je propose qu'on passe à la partie suivante. Aurélien, j'ai bien vu votre question, mais je ne voudrais pas trop spoiler la suite du webinaire en y répondant tout de suite, parce qu'il me semble qu'on donnera quelques bonnes pratiques dans les slides suivantes. Alors, tout de suite, on peut passer à la partie « Pourquoi est-ce important ?» Eh bien, je vous pose la question de Noémie. Quels sont les avantages de la transformation digitale pour les DRH, pour les entreprises plus globalement? Alors, même si acheter un logiciel ou acheter une solution en SaaS ne va pas rendre quelqu'un conforme, une société conforme, la transformation digitale, elle présente de réels avantages au regard de la conformité. Elle permet d'adapter sa stratégie d'entreprise par le biais des données et accompagner les dirigeants sur les connaissances qu'ils peuvent avoir sur les talents pour prendre des décisions cruciales en temps utile. 2, ça permet d'améliorer l'expérience des salariés grâce à une technologie intégrée qui permet vraiment une gestion, un développement des déploiements de son personnel basé sur les compétences. Ça permet également d'augmenter l'automatisation, l'intelligence artificielle et les chatbots pour fournir en temps réel une interface utilisateur qui va simplifier les processus, les politiques et les systèmes RH. Et enfin, ça permet effectivement d'atteindre des degrés de conformité plus élevés en matière de conformité. Et bien justement, en parlant de conformité, pourquoi est-ce qu'elle est... il est primordial aujourd'hui pour les DRH de faire preuve de conformité? Eh bien, parce qu'on constate 2 choses aujourd'hui. D'une part, il y a eu une énorme évolution réglementaire par rapport à la directive européenne de 1995. Je vous le disais un petit peu en introduction, mais globalement, le RGPD a opéré une véritable révolution. Les amendes n'ont plus rien à voir avec ce qui se pratiquait dans le passé. Avant, franchement, la clause de la CNIL, c'était 4 lignes en fin de contrat que personne ne lisait. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un élément central des discussions, voire je pense que c'est l'élément le plus central des discussions entre fournisseurs et clients. Et ce renouveau réglementaire s'accompagne justement de ces droits, de ces nouveaux droits dont les gens se sont saisis, qui existaient auparavant, mais dont les gens ne se saisissaient pas, souvent par méconnaissance. Et aussi parce que ça n'avait pas vraiment d'impact, puisque même s'il y avait des amendes, finalement, elles étaient tellement faibles et ridicules que tout le monde s'en fichait. Aujourd'hui, on voit bien que vraiment les salariés se sont saisis de ces nouveaux droits et entendent bien s'en prévaloir. Merci Noémie pour ces éléments de réponse. Et puis, la transformation digitale soulève forcément la question de la gestion des données. Alors moi, j'ai peut-être 2 questions en une pour vous, Noémie. Est-ce qu'aujourd'hui, il est obligatoire pour les entreprises de fournir un droit d'accès à leurs données aux collaborateurs? Et si oui, pourquoi? Alors oui, c'est une obligation. Au titre du RGPD, il est clair qu'aujourd'hui, les salariés et toutes les personnes concernées ont ces droits. Il s'agit, comme vous l'avez indiqué effectivement, d'un droit d'accès, de rectification, de suppression des données.
auxquels il faut répondre en sa qualité de responsable de traitement. Donc, ce sera souvent vos employeurs qui seront les premiers à devoir faire face à ces questions, à ces demandes, et devront effectivement fournir les données aux personnes concernées et donc aux salariés. En revanche, ce n'est pas parce qu'il appartient au client de faire cette interface-là que les sous-traitants n'ont pas de rôle à jouer. Et donc, les fournisseurs sont néanmoins là, ils ont un rôle à jouer et ils doivent collaborer avec les responsables de traitement pour pouvoir effectivement fournir des réponses aux personnes concernées. On est là pour assister, il y a donc vraiment un rôle à jouer. Par contre, il faut néanmoins en tant que salarié avoir à l'esprit que ces droits et ces droits à une réponse ne sont pas illimités. Par exemple, on ne peut pas se servir de ce droit pour obtenir un avantage, entre guillemets, qui serait indu dans le cadre d'un litige entre le salarié et son employeur. Voilà, ça c'est typiquement le genre de choses que le responsable de traitement peut se dire non, ça je ne le fournis pas effectivement aux personnes concernées parce que dans le cadre d'un contentieux, ce serait entre guillemets injuste pour l'employeur. Ces droits, ça reste néanmoins un véritable plus pour les salariés qui peuvent avoir accès à leurs données, y compris dans le cadre d'un précontentieux. Mais c'est également un avantage pour les entreprises parce que la digitalisation permet d'assurer une plus grande minimisation des données et donc un risque qui est in fine réduit en termes de contentieux. Le fait de savoir que ces droits existent impose aux responsables de traitement d'utiliser le moins de données possible. Mais tout ça est dans un cercle qui reste assez vertueux parce que moins il y a de données traitées et moins il y a de risques de contentieux et moins il y a de risques juridiques et de sécurité informatique. Donc voilà, tout ça est vraiment, à mon sens, pour le meilleur, voilà, dans le meilleur des mondes possibles. Vous parlez de précontentieux, de contentieux. Est-ce que par hasard vous auriez des exemples de contentieux, de litiges, de problèmes qui pourraient être évités grâce à la transformation digitale? Oui, la digitalisation RH, autant entendue dans le sens de l'utilisation de solutions numériques, permet d'améliorer les pratiques de gestion du personnel. Et par là, forcément, ça va faciliter la maîtrise par l'employeur des risques et des coûts sociaux. À ce titre, on a plusieurs exemples en termes de jurisprudence. Il y a un contentieux qui est extrêmement important en termes de discrimination. Et là, ces outils permettent de documenter les différents salaires des salariés et de visualiser si oui ou non il y a eu des discriminations par rapport à des données particulières, que ce soit des discriminations positives ou négatives. Et un autre contentieux qui est vraiment très souvent impacté par ces solutions RH, c'est le contentieux des heures supplémentaires, où il appartient à l'employeur de fournir les preuves de l'existence ou de la non-exécution des heures supplémentaires. Et là encore, ces outils de numérisation RH vont pouvoir vraiment assister les employeurs dans ce type de contentieux. Merci Noémie pour ces exemples. Je propose tout de suite de passer aux questions de l'audience. Donc, à ce sujet, je me répète, désolée si je radote un petit peu pendant ce webinaire, mais vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions. Toutes les questions sont bonnes à poser. Voilà. Alors, la première question, peut-être qu'on peut répondre à la question d'Aurélien de tout à l'heure sans forcément trop en dire sur la troisième partie, mais Aurélien nous demandait dans un contexte de globalisation du digital RH, quelles bonnes pratiques auriez-vous, juridiquement mais aussi techniquement côté UKG, pour harmoniser les pratiques et sécuriser cette conformité dans le cadre de législation complexe à ce niveau? Alors, il y a plusieurs choses. Le RGPD, effectivement, va imposer à son article 32 la prise de mesures techniques et organisationnelles. C'est vraiment, pour moi, c'est l'article central du RGPD.
Elle est essentielle parce que finalement, c'est par des mesures techniques qu'on va arriver à une conformité juridique. Ça, c'est vraiment très, très important. Ces mesures-là, techniquement parlant, elles sont souvent sous-tendues par la mise en place d'audits internes qui aboutissent à des certifications ISO, très souvent, au moins dans les grandes entreprises. Donc, vous allez avoir l'ISO 27001, le 0017, le 0018, voilà, enfin, il y en a tout un tas aujourd'hui. Et ça, ce sont vraiment, aujourd'hui, c'est un petit peu le SOC 2, l'ISO, ce sont vraiment les certifications et les rapports qu'on va demander pour s'assurer effectivement que techniquement parlant, les données sont protégées. Juridiquement parlant, effectivement, comme vous le mentionnez, on est dans un environnement réglementaire qui est extrêmement mouvant, avec peu de coopération internationale, ce qui rend la chose extrêmement compliquée, parce que finalement, si on était à l'ONU, ça serait beaucoup plus simple. Hein. Si tout le monde était d'accord sur les lois qui étaient applicables, ça serait beaucoup plus simple. Et effectivement, on évolue dans un monde en termes de privacy où souvent on entend vous êtes conforme au Cloud Act, donc vous ne pouvez pas être conforme au RGPD. Vous êtes conforme au RGPD, donc vous ne pouvez pas être conforme au droit applicable en Chine. Vous êtes conforme au droit en Chine et du coup, vous ne pouvez pas être conforme au droit en France. Et en fait, ça demande vraiment une segmentation des flux des données et s'assurer que chaque partie des données et chaque flux est lui conforme au droit qui lui est applicable. Typiquement, j'entends souvent effectivement, mais vous êtes une société qui a continué à être Privacy Shield Certified, donc qui a continué à être certifié contre le bouclier américain. Du coup, vous n'êtes pas conforme au RGPD. Non, en fait, ce n'est pas parce qu'on est conforme à une réglementation qu'on va se retrouver non conforme à une autre réglementation. C'est simplement des réglementations différentes qui vont parfois opérer comme un millefeuille et parfois se disjoindre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, dans nos rapports avec par exemple, dans du traitement de données chinoises, il va falloir effectivement appliquer les règles chinoises. Dans les rapports entre l'Union européenne et les États-Unis, il va falloir appliquer soit des clauses contraignantes, soit ce qu'on appelle voilà, les clauses standards européennes. Merci. Oui, voilà. Vous aviez fini? Oui, exactement. Ça, je pourrais y passer des heures. Mais oui, voilà. Tout à fait. Merci pour votre réponse et merci également à Aurélien pour sa question. On va prendre une deuxième question de Samir qui demande quelle solution le digital propose en cas de piratage. Alors, en cas de piratage, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une des grandes préoccupations de la sécurité informatique et au fur et à mesure de l'évolution technologique, les mesures techniques et organisationnelles doivent s'adapter pour s'assurer effectivement de minimiser les risques de piratage. Et ça, une fois de plus, c'est vraiment pris en charge dans le cadre des certifications ISO typiquement pour assurer une plus grande sécurisation des données, tout simplement. Ok, merci. Je propose qu'on passe dès maintenant à la partie 3, puisqu'il nous reste un petit peu plus de 10 minutes pour conclure ce webinaire. Et puis, on pourra revenir sur les questions de Saïd et de Christophe, notamment à la fin. Alors, tout de suite, je propose d'aborder les champs d'application, en tout cas les solutions qui peuvent être mises en place en matière de conformité. Alors, Noémie, vous me direz si je me trompe, mais je suppose que la première chose à faire, c'est de mettre en place des mesures techniques organisationnelles pour assurer la conformité. Et oui, eh bien oui, ça c'est toujours la même chose. Effectivement, il faut bien garder à l'esprit que acheter une solution informatique, ce n'est pas acheter de la conformité. Ce n'est pas parce qu'on va acheter la solution Great Place to Work qu'on va devenir une Great Place to Work. Par contre, c'est un support qui va permettre d'asseoir et de suivre des politiques et des process internes et donc notamment
des mesures techniques et organisationnelles qui sont primordiales. Parce qu'il y a une responsabilisation qui est holistique de l'ensemble de la chaîne de la fourniture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait sous le régime de la directive de 1995, c'est l'ensemble de la chaîne qui est responsable. C'est la fameuse notion d'accountability en anglais que l'on rencontre. Et on voit bien effectivement qu'il y a des obligations qui s'imposent à nous en tant que sous-traitants, à nos clients en tant que responsables de traitement, et donc vraiment à l'ensemble de la chaîne de fourniture pour pouvoir être responsable vis-à-vis des personnes concernées et en l'occurrence vis-à-vis des salariés. Ensuite, cette digitalisation, elle va permettre une meilleure sécurisation et traçabilité des données. On va pouvoir déterminer plus exactement quels sont les flux des données et pouvoir effectivement faire vraiment ce qu'on appelle un mapping de data et donc vraiment cartographier ces données. Et ensuite, il faut quand même garder à l'esprit que ces données-là, ça permet, comme l'indiquait, j'ai oublié son nom, mais un des intervenants, que ça permet d'éviter un risque accru en termes de cybersécurité. Et c'est là où on voit effectivement que ces risques en matière de cybersécurité, en matière de hacking, en matière de piratage, il est extrêmement présent aujourd'hui. De nos jours, aucune société ne se fait d'illusions. On sait tous qu'on risque d'être attaqué à un moment, on ne se fait juste pas quand. Donc, effectivement, il faut être prêt, il faut être préparé, avoir les bonnes mesures en place, aussi bien en amont qu'en aval pour pouvoir gérer ce genre de crise. Merci Noémie. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu plus pourquoi ces mesures techniques organisationnelles sont si essentielles aujourd'hui pour les DRH. Eh bien, parce que réellement, ces mesures-là sont déjà, à mon sens, trop souvent occultées parce qu'il y a un trop grand focus sur les transferts internationaux des données. Les gens sont plus inquiets finalement au quotidien par le transfert des données aux États-Unis que par le fait qu'il y ait des bonnes mesures techniques et organisationnelles. Et ça, c'est quand même très, très flagrant. Au lieu de se concentrer réellement sur la minimisation des données, sur la confidentialité par défaut, sur ce genre de mesures qui sont essentielles, on se cache souvent la face en se disant « Ah oui, mais ils vont transférer les données aux États-Unis ». Mais si on transfère des données qui sont chiffrées, si on transfère des données dont le traitement a été hautement minimisé, si on prévoit déjà des mécaniques de privacy by design qui donnent aux gens le pouvoir de donner un minimum de données, il y aura beaucoup moins de risques ensuite que ces données soient transférées à l'étranger. Et c'est là où on voit vraiment qu'il est dommage, entre guillemets, que ces discussions-là soient à ce point occultées par des discussions qui sont plus de l'ordre politique, où finalement, nous, au quotidien, nous avons moins de pouvoir d'action, puisque ça, effectivement, voilà, on n'est pas l'ONU, on doit vivre avec. Mais par contre, augmenter la sécurisation des solutions, ça, c'est quelque chose que chaque entreprise doit pouvoir faire, aussi bien en tant que sous-traitant qu'en qualité de responsable de traitement. Et concrètement, quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées par les entreprises en matière de conformité RH? Eh bien, en termes de conformité RH, il faut à chaque fois, effectivement, s'assurer que l'on fournit à ses salariés une solution qui garantit la plus grande sécurité des données et des traitements des informations possibles, notamment grâce à l'automatisation et à la rationalisation des processus, ce qui va induire un risque réduit d'erreurs humaines et donc de violations personnelles. C'est vraiment vers la politique zéro papier, parce qu'effectivement, on sait que je pense que c'est 64% des incidents de sécurité sont liés à des erreurs humaines. Et c'est vrai que concernant la politique zéro papier, on entend un petit peu tout et son contraire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est certain que moins de papier, c'est moins de risque d'erreur humaine, hein, mais c'est aussi un plus grand risque en termes de piratage, d'où le caractère, alors je me répète, hein, je le sais, je suis désolée, mais d'où le caractère réellement essentiel des mesures techniques et organisationnelles des entreprises et de la sécurisation des données.
Merci. Noémie, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes, donc je propose qu'on réponde aux questions, qu'on prenne quelques questions avant de conclure. Donc, Saïd nous demande, dites-moi si la question n'est pas assez claire, on pourra demander de préciser, mais éthique, quid et réseaux sociaux? Alors, je vais essayer d'y répondre parce que je ne suis pas sûre de bien la comprendre, mais néanmoins, globalement, oui, il appartient à l'ensemble des entreprises d'avoir aujourd'hui des codes de conduite et d'éthique. J'espère que c'était ça la question, mais effectivement, c'est vraiment un point essentiel dans les mesures techniques organisationnelles. Le code de bonne conduite et d'éthique en fait partie. Et ce code-là a forcément un impact sur aussi la gestion des réseaux sociaux par les salariés. Merci. Noémie, Samir, on espère avoir répondu à votre question. Auquel cas, n'hésitez pas à reformuler. Alors, on a également une question, une grande question de Christophe qui demande « Pouvez-vous balayer les sujets concrets de conformité qui peuvent aujourd'hui être mieux traités parce que digitalisés ?» Alors ça, c'est la partie 1. Et puis après, il donne plusieurs exemples. Okay. Entretien professionnel, destruction des données personnelles d'un collaborateur qui a quitté la société et le demande, respect de l'information mise à disposition des partenaires sociaux dans la BDES. Troisième partie de la question, avez-vous des exemples d'entreprises qui ont obtenu de beaux résultats? Alors ça, c'est vraiment le cœur des solutions SIRH, typiquement, où effectivement, on va pouvoir documenter ces différents éléments que vous avez mentionnés pour pouvoir effectivement assurer une plus grande transparence. Et ensuite, vous parlez effectivement de destruction des données. Ça fait effectivement partie de la même notion de minimisation des données personnelles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter les données pour plus longtemps que nécessaire. Et donc, toujours dans ce même système vertueux, moins on traite de données personnelles, plus on peut atteindre une plus grande conformité au RGPD. En termes d'exemples qui ont réussi, qui ont bien réussi, oui, je pense qu'on a des clients, typiquement chez UKG, qui sont très satisfaits de nos solutions. Alors, je ne suis pas commerciale à la base, donc je vends très mal mon entreprise, je m'en excuse. Mais globalement, je pense que vous trouverez ces exemples en ligne sur le site d'UKG. Je sais que dernièrement, j'en ai vu un de Canal+, typiquement. Donc, petites et grandes entreprises m'ont l'air de trouver ce qu'il faut dans nos solutions, en espérant avoir répondu aux questions. Merci Noémie. Il nous reste 3 minutes pour conclure, donc moi je vais en profiter pour me tourner vers vous Noémie et vous poser les 2 questions, d'ailleurs qui sont toujours les mêmes à la fin de chaque webinaire Parlons RH. Votre coup de com et votre coup de cœur. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le coup de com? Alors, commençons par le coup de com. Le premier coup de com que j'aimerais faire, c'est sur le site de transparence de UKG. C'est un site sur lequel j'ai énormément travaillé, qui vise justement à apporter beaucoup de réponses à nos clients et beaucoup de transparence, que ce soit sur les transferts internationaux ou que ce soit sur les mesures techniques organisationnelles que nous déployons au sein de l'entreprise. L'objectif étant réellement de donner le pouvoir à nos clients, d'avoir les informations nécessaires et de pouvoir faire leur propre analyse d'impact quand ils utilisent nos clients. Et c'est vraiment un projet sur lequel j'ai assidûment travaillé pour m'assurer effectivement que nos clients soient informés de ce que nous faisons réellement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à visiter ce site. Il est très facile d'accès. Quand vous allez sur la page d'entrée du KG, il suffit d'aller voir sous Privacy and Security et vous allez avoir l'ensemble de ces informations en espérant que ça vous aide. Voilà. Oui, et puis sinon, il me semble que Camille, notre super modératrice, a également mis le lien dans le chat. Et puis pour finir, votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, je dirais que mon véritable coup de cœur, c'est j'ai un coup de cœur pour l'histoire du golem. Qui est un bonhomme qui a été créé en argile par un rabbin au Moyen-Âge à Prague.
Et je suis pragoise à la base, donc ça doit être pour ça, pour protéger la communauté juive. Et in fine, il est devenu incontrôlable et il a dû être détruit. Mais en fait, c'est la première trace de la première intelligence artificielle, du premier robot qui a été relaté dans l'histoire. Et il y a un très beau livre sur ce sujet qui a été écrit par Gustav Meyrink, que je recommande à tout un chacun qui s'intéresse à ces sujets qui sont aujourd'hui assez centraux de l'intelligence artificielle et de la robotique. Effectivement. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui pour partager votre expertise et vos expériences aussi. Merci infiniment à vous tous d'avoir été présents et puis d'avoir participé, d'avoir posé toutes vos questions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 11 mai prochain pour le 74e webinaire Parlons RH. Il sera animé par Thomas Chardin, fondateur de Parlons RH, qui recevra Christophe Monnier, le directeur du VIE de Business France, pour parler du volontariat international en entreprise pour attirer et fidéliser les jeunes talents. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à vous également, Noémie. Merci encore. Merci Manon, à très vite. Merci beaucoup à vous. Merci.